Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ces derniers jours marquée par le meurtre macabre de la jeune étudiante congolaise assassinée mercredi matin. Son meurtrier n'est autre que l'un des 500 détenus graciés à l'occasion de la fête de la Korité. Âgée de 28 ans, elle laisse derrière elle un enfant de 4 ans et une famille éplorée. Au domicile de la jeune femme, les détails en début de journal. Conférence de presse du gouvernement ce vendredi, une rencontre lors de laquelle le ministre des collectivités territoriales a démenti le redécoupage de la commune de Sangalkam. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse ont également apporté des précisions sur la mise en œuvre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Il confirme que 65 000 jeunes sont concernés par le programme. Le gouvernement promet la transparence et la territorialisation des actions. Vous entendrez les ministres dans cette édition. Manifestation de soutien au peuple palestinien. Ce vendredi, de nombreuses personnes ont manifesté place de l'Obélisque. Parmi les manifestants, des autorités religieuses, politiques et des activistes pour dénoncer les assauts de l'armée israélienne contre les civils palestiniens qui ont conduit à la mort de plus de 200 personnes, dont de nombreux enfants. Autre manifestation ce vendredi, cette fois pour la célébration de la journée mondiale de la diversité culturelle. L'événement s'est tenu sur la place du Souvenir et a accueilli la mobilisation de nombreux Sénégalais issus de différentes ethnies. Objectif, promouvoir la diversité et le vivre ensemble. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média, un journal que nous ouvrons avec cette nouvelle concernant l'interdiction de sortie du territoire sénégalais d'Ousmane Sonko. L'opposant politique ne pourra pas participer au forum des États généraux de l'ECO prévu du 26 au 28 mai prochain à Lomé au Togo. Une décision du juge du deuxième cabinet d'instruction qui fait suite à la requête de sortie du territoire national introduite par les avocats de l'ancien inspecteur des impôts et domaines. L'information vient de l'un des avocats d'Ousmane Sonko qui précise que la décision du juge leur a été signifiée par le biais du greffier attaché au premier cabinet. Parlons à présent de Lotali Mollet, cette jeune étudiante d'origine congolaise assassinée mercredi matin devant son domicile aux HLM Grand Yoff. Âgée de 28 ans, la victime était inscrite à l'école supérieure polytechnique et suivait une formation en banque assurance. Alors que le meurtrier de la jeune femme a été interpellé, Lotali Mollet laisse derrière elle un enfant de 4 ans. Pape Faraning et Pape Sangonembaye ont rencontré la famille de la jeune femme. On suit leur reportage. C'est sur ce lieu que l'étudiante congolaise a rendu l'âme après avoir été mortellement agressée par un repris de justice. Non loin de là, nous voilà dans son domicile, sa famille, inconsolable. Du courage. La victime, refusant de céder son sac à main, a été rouée de coups de couteau, une scène devenue fréquente à Grand Yoff. Il était parti faire des révisions avec ses collègues, ses camarades de classe, parce qu'elle devait faire un examen ce samedi. Donc malheureusement, en revenant, elle a été agressée mortellement devant chez elle. Ces délinquants lui ont roué de coups avec des couteaux et ils sont partis. C'est une jeune femme pétrie de talent qui avait de très bonnes notes à l'école supérieure polytechnique, parce que parallèlement, elle travaillait dans une société basée à Ngor Almadi. Malheureusement, elle a laissé au pays un enfant de 4 ans. Une insécurité grandissante qui inquiète les populations de cette zone. À Grand Yoff, surtout sur l'avenue Yassine Thiandoum, et à déplorer, et nous l'avons toujours déploré.
Donc ce qui s'est passé doit faire prendre conscience aux autorités étatiques de mettre encore des moyens pour la sécurisation des personnes et leurs biens. La sœur de la victime, après le drame, a récupéré son ordinateur et autres objets, laissant ici le corps avec les médecins pour les besoins de l'autopsie. Lotali Mollet qui a été assassiné dans la soirée de mercredi dernier. Son meurtrier présumé serait l'un des 557 prisonniers graciés à la veille de la fête de la Korité. D'après les autorités judiciaires, il s'agit d'un jeune de nationalité bissau-guinéenne et la récidive de ce prisonnier relance le débat sur la réinsertion sociale des détenus et sur les critères d'attribution de la grâce présidentielle. Pour le président du Forum du justiciable, les autorités pénitentiaires ont besoin de plus de moyens afin d'assurer la réinsertion des prisonniers. Baba Karba est au micro de Chérif Dia. Je vous propose de l'écouter. Si aujourd'hui nous voulons faire de telle sorte que toutes les personnes qui ont bénéficié d'une décision de grâce ou même qui ont déjà purgé leur peine ne deviennent plus des récidivistes, il faut mettre l'accent sur la réinsertion sociale des détenus en les encadrant. Aujourd'hui, l'on nous apprend même que la division qui se charge de préparer la réinsertion sociale des détenus ne dispose pas assez de fonds. Donc il faut mettre en place, en tout cas, le budget de réinsertion sociale pour les détenus. Faire de telle sorte que les différents centres qui se chargent de la réinsertion sociale des détenus au niveau des 37 établissements puissent disposer assez de fonds pour mettre l'accent, pour préparer en tout cas la réinsertion sociale des détenus. Et puis plus de 48 heures après l'assassinat de l'étudiante Lotali Mollet, la police nationale assure que des opérations sont actuellement mises en place afin d'assurer la sécurité des citoyens dakarois. D'après le directeur général adjoint de la police nationale, les patrouilles et les contrôles vont être renforcés. Écoutons l'inspecteur Mamadou Diagne, il est au micro de Maïmouna Ndiaye. On ne peut pas parler d'insécurité. Je pense qu'il y a un maillage territorial qui est en train d'être fait et qui est poursuivi. Parce que si vous regardez les statistiques que nous publions d'ailleurs chaque année, tous les mois par le canal du BRP et chaque année, vous verrez qu'il y a en tout cas une lutte contre l'insécurité. Ce n'est pas une insécurité, peut-être c'est un sentiment. Mais les forces de sécurité, notamment la police, est présente et fait de son mieux pour que les populations se sentent encore plus en sécurité. Celui qui a procédé, en tout cas qui a commis l'infraction, a été appréhendé. L'enquête suit son cours. Et nous passons du meurtre de Lotali Mollet à celui de Khady Badiane Diack, survenu lundi dernier. Porté disparu depuis 2 jours, le corps de la jeune fille a été retrouvé dans des conditions macabres. La thèse d'une simple agression a été écartée et les enquêteurs soupçonnent un crime passionnel. La victime a été enterrée à Louga aux côtés de sa famille. Une cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs organisations qui militent contre les violences faites aux femmes. Reportage de notre correspondant à Louga. Khady Badiane Diack a été inhumée ce jeudi à 10h au cimetière Tolperon de Louga. À la maison mortuaire, l'émoi et la consternation sont toujours les sentiments les plus partagés du côté des parents. sant sunu borom waaw yàlla na ko sama borom xare àjjana waaw ñu ngi ci masawu coono bi nag wax dëgg yàlla doomu aadama yi ñëpp ko naqarlu tey jii ku fi teew rek xam ni lii naqari na doomu aadama yi. Moi, je vis à Kaolack. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis rendu ici à Louga pour apporter mon soutien à la famille. Je suis vraiment choqué. Depuis ce matin, c'est un défilé des parents, voisins et amis venus tous compatir à la douleur de la famille endeuillée. Ce qui vient de nous arriver, nous tous, c'est une perte sociale pour toute la famille. Et cette famille dont j'en fais même partie. Parce que aussi, nous habitons tous ensemble ici, comme juste l'a exprimé Binet tout de suite. Mais l'insécurité, vraiment, tout le monde en parle. Donc là aussi, il faudra que vraiment les autorités y pensent. Il n'y a pas de sécurité dans ce quartier à cause d'un défaut d'éclairage public.
Même sentiment du côté des organisations de défense des femmes qui ont profité de la mort atroce de la jeune fille pour dénoncer les violences faites aux femmes. C'est récurrent, c'est des choses qu'on constate partout. Et il faut que cela cesse et que justice soit faite. Peut-être que cette fois-ci c'est une jeune fille, mais même les femmes aussi ne sont pas à l'abri. Tout le monde est interpellé, tout le monde est cible. Hein? Donc il faut protéger tout le monde. Du côté de la police, où le principal suspect est toujours en garde à vue, l'enquête se poursuit. Et le petit ami de Khady Badiane Diack a été déféré au parquet ce vendredi. Principal suspect dans le meurtre de la jeune fille, Mamadou Thiam est finalement passé aux aveux. D'après le jeune homme de 23 ans, il aurait sexuellement agressé la victime avant de l'étrangler avec son foulard. Un meurtre qu'il justifie par l'attitude de la jeune femme qui aurait menacé de le dénoncer et de se suicider. Parlons à présent du redécoupage territorial de la région de Dakar. Le ministre Oumar Gueye dément le redécoupage de la commune de Sangalkam. D'après Oumar Gueye, il s'agit plutôt d'apporter des corrections au découpage de 2011 qui avait provoqué de nombreuses revendications. Le porte-parole du gouvernement s'est également exprimé sur les récentes déclarations du maire de Mermoz Barthélémy Diaz ainsi que sur le conflit israélo-palestinien Al-Hassan et Amadouba. Le ministre des collectivités territoriales réagit suite à la polémique née après l'annonce du redécoupage de Sangalkam et environ. Oumar Gueye précise qu'il ne s'agit nullement de redécoupage, mais plutôt de correction du découpage controversé de 2011. Vous avez dit Bambilor, vous avez dit Sangalkam, Djahaï, Théonpol, toute la population de cette zone s'attendait à cette correction. Ce n'est pas une surprise, hein, je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça, ex nihilo, voilà, on découpe. Non, c'est une longue attente de 10 ans. Autre clarification apportée par le ministre maire de Sangalkam, celle relative aux propos tenus par le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Il a parlé d'une loi qui a été votée pour diminuer les ressources. Mais comment une Assemblée nationale peut voter une loi pour diminuer les ressources d'une collectivité? Je dispose du compte administratif de toutes les collectivités territoriales du Sénégal. Exploitant le compte administratif de cette commune-là dont on parle, Mermoz Sacré-Cœur. Je donne quelques chiffres. Sur les droits d'occupation du domaine public, cette commune avait budgétisé 160 millions. Elle a recouvré 277 millions, 055 238. Sur la contribution de la patente, elle avait budgétisé 60 millions, elle s'est retrouvée avec 146 millions. Le porte-parole du gouvernement dément l'information selon laquelle l'État du Sénégal a versé de l'argent pour la libération de Lamine Diack. Et démenti d'ailleurs à un certain niveau, notamment au niveau de l'agence judiciaire de l'État et tout. Donc, je peux vous confirmer que c'est une information erronée. Il n'y a pas eu de versement de caution ou de quoi que ce soit pour la libération de notre concitoyen Lamine Diack. Sur le conflit israélo-palestinien, Oumar Gueye estime que la position du Sénégal a été constante et personne ne peut parler de faible réaction, faisant allusion au communiqué du gouvernement jugé timide. Et puis lors de cette conférence de presse, il s'est agi de parler de la mise en œuvre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Une campagne de recrutement massif a été lancée. Au total, plus de 65 000 jeunes sont concernés. Parmi eux, 500 animateurs culturels vont être recrutés. Des mesures prises par le chef de l'État lors du Conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes qui s'était tenu au mois d'avril dernier à Diamniadio. Les ministres de l'Emploi et de la jeunesse ont fait face à la presse ce vendredi, Al-Hassan et Amadouba. Dans le programme d'urgence, il y a un important volet de formation, d'accompagnement des jeunes déscolarisés. Parce que si la Convention nationale État-employeur permet de régler la question de l'employabilité des jeunes diplômés de manière générale, mais nous avons une importante frange de jeunes qui sont des déscolarisés précoces, qui sont des sortants des Dara, comme on les appelle communément des talibés, mais qui sont des apprentis qui sont dans nos dispositifs de formation traditionnels. Alors, dans le programme, il est prévu l'enrôlement de 30 000 jeunes pour cette catégorie de cibles. Les déscolarisés, les apprentis
les talibés. À côté de ces constructions des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, il y aura également un recrutement d'agents qui vont servir à l'animation socio-éducative. Et ces agents-là vont servir de relais. Pour ce qui est des volontaires du service civique national, 1000 seront mobilisés. Ça me permet de répondre à la question concernant la loi sur le volontariat. Le président de la République a décidé de renforcer le service civique national, d'abord en moyens financiers, mais également en moyens juridiques. En faisant quoi? Le service civique national va devenir une direction générale du volontariat et du service civique. Les fédérations générales des travailleurs du Sénégal, FGTS section A et B, ont fusionné afin de devenir une seule et même centrale syndicale. Objectif, mieux défendre les intérêts des travailleurs et devenir une centrale syndicale capable de défendre au mieux les revendications des salariés sénégalais. La cérémonie de fusion s'est déroulée ce vendredi en présence de Fatou Bintou Conté et Mohamed Sodian. Face à l'imitement du mouvement syndical, face aussi à la désyndicalisation des travailleurs et à l'inertie des centrales syndicales dites représentativité, la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, section A et B, ont décidé de fusionner leurs efforts pour ne former qu'un afin de mieux prendre en charge les revendications des travailleurs. C'est pourquoi, en réalité, les travailleurs ne s'intéressent plus au mouvement syndical. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avions dit qu'il faut une unité syndicale. Et par rapport à ça, nous avions dit que la FGTS-A et la FGTS-B réunies, en tout cas, pourra faire face à ce fléau, prendre en charge véritablement les revendications des travailleurs. Car pour ces deux centrales syndicales, tant que les organisations sont divisées, l'État ne prendra jamais en compte leurs doléances. Mais les organisations syndicales professionnelles prennent en charge eux-mêmes leur propre destinée, leurs propres revendications. Si nous prenons le cas des organisations syndicales d'enseignants, aujourd'hui, il n'y a pas la présence, on ne sent pas la présence des centrales. Pour la santé aussi, même chose. Pour les collectivités locales, même chose. Pour les industries alimentaires aussi, même chose, etc. etc. Au sein des entreprises, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a des licenciements abusifs, arbitraires. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a l'inactivité des centrales syndicales. La tenue des élections de représentativité syndicale approche. Ces centrales demandent sa tenue à date échue et écartent tout report. Je pense que le mandat a été donné à nos états-majors, notamment à nos directions, pour saisir officiellement le ministère du Travail, lui rappeler que le calendrier électoral, en tout cas la date prévue pour les élections, c'est en avril 2022 précisément. Donc vraiment, nous ne sommes pas une classe politique qui reporte de jour en jour les élections. Nous voulons que les élections se tiennent à date échue. Plateforme revendicative figure aussi pour ces deux centrales syndicales la tenue du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale et celui de l'IPRES qui, depuis 8 ans, n'a pas eu lieu. Et puis un mot à nouveau sur l'affaire du meurtre de Khady Badiane Diack dont on parlait en début d'édition. Je vous l'annonçais, le petit ami de la jeune fille a été déféré au parquet ce vendredi. Il était le principal suspect dans le meurtre de Khady Badiane Diack. Il s'appelle Mamadou Thiam. Il est passé aux aveux et nous venons de l'apprendre. Il vient d'être placé sous mandat de dépôt pour meurtre et viol. Pour rappel, donc, il a avoué avoir violé la jeune fille avant de la tuer. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. À Kaolack, la centrale thermique de la Sonacos Lindiane est officiellement en panne et plus de 300 travailleurs sont désormais au chômage technique. Une situation difficile pour les salariés qui interpellent l'État du Sénégal sur le sort de l'usine qui peut générer près de 10 000 emplois si elle fonctionne. Pour le moment, les machines en tout cas sont à l'arrêt. On fait le point avec Ibrahima Diamé et Faligay. Rien ne bouge en ce moment à la Sonacos Lindiane de Kaolack. Les machines sont à l'arrêt à cause de la centrale thermique en panne depuis un mois. Des centaines d'employés sont en suspension de travailler. Au total, ils sont au nombre de plus de 300 et quelques saisonniers qui sont mis en suspension de travail. La cause de ça, c'est dû à la centrale thermique qui ne marche pas. La vétusté aussi de nos centrales thermiques. Comme vous le savez, c'est la centrale thermique qui nous alimente en énergie, en vapeur et autres. Rien ne bouge à la Sonacos actuellement. Au moment où nous parlons, il n'y a que des techniciens. La centrale technique, là, au moment où nous parlons, il n'y a pas plus de 20 travailleurs.
des techniciens qui sont en train de réparer. Pire encore, l'usine a peiné durant cette campagne de commercialisation arachidière à obtenir de la matière pour un objectif de 85 000 tonnes. Seuls 7 500 ont pu être collectés. Je le répète encore, nous n'avons pas de campagne. Parce que la Sonacos, s'il ne parvient même pas à avoir 10 000 tonnes, on est à 7 500 tonnes. C'est la catastrophe, c'est le désordre total. Et comme vous le savez, la Sonacos est la poule mère. Aujourd'hui, si on ne parvient pas à avoir des graines, c'est la catastrophe. Pour le Saloum, pour le Sud. Et vu que la Sonacos a elle-même pour plus de 115 villages. Les travailleurs de la Sonacos interpellent ainsi le chef de l'État sur les difficultés que traverse cette usine qui donc, selon eux, peut générer plus de 10 000 emplois en temps normal. Et pourquoi pas injecter une bonne partie des 450 milliards sur cette usine pour sa relance. Manifestation de soutien au peuple palestinien. Ce vendredi, de nombreuses personnes ont manifesté place de l'Obélisque. Parmi les manifestants, des autorités religieuses, politiques et des activistes pour dénoncer les assauts de l'armée israélienne contre les civils palestiniens qui ont conduit à la mort de plus de 200 personnes, dont de nombreux enfants. Retour sur les temps forts du rassemblement, c'est avec Aminata Mbaresso et Modou Diop. Je suis une Palestinienne, je suis là depuis 2 ans et aujourd'hui je suis très contente, très fière de tous les Sénégalaises. On était venus aujourd'hui pour apporter notre soutien au peuple palestinien, ce peuple qui est actuellement opprimé par des Israéliens sous le regard complice de tous les musulmans, beaucoup de pays musulmans, notamment l'Arabie Saoudite, mais également sous le soutien des pays occidentaux. Ce sont les militants des droits de l'homme qui sont interpellés. Se sont interpellés au premier chef. Et ce qui se passe, c'est des violations graves des droits humains. On s'étonne de la duplicité de la communauté internationale. Nous avons assisté ces derniers jours à une situation catastrophique où cet État, où l'État terroriste d'Israël bombarde jour et nuit le peuple palestinien aux yeux et au su du monde entier. Et je pense qu'il y a la complicité des grandes puissances du monde qui restent les bras croisés et laissent les Israéliens massacrer des Palestiniens comme ça. L'État du Sénégal doit revoir sa position par rapport à la déclaration faite par le gouvernement. Je voudrais d'abord me féliciter de ce grand rassemblement des Sénégalais épris de paix et de justice qui sont venus répondre à cet appel. Mais en même temps demander à l'État, notre État, l'État du Sénégal, à prendre des décisions fermes, claire et transparente, en condamnant ces actes ignobles contre l'humanité. C'est plus que de l'homicide volontaire. La destruction de l'espèce humaine, qui est une espèce sacrée, est inacceptable dans ce monde d'aujourd'hui. Et je pense que trop c'est trop. Allahu Akbar! Et puis présent à la manifestation, l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal a salué la forte mobilisation de ce vendredi. Sa réaction au micro d'Aminata Mbaresso. Vous les Sénégalais, vous méritez tout nos respects et toute notre salutation. Parce que vous êtes aujourd'hui tout le Sénégal. Vous n'êtes pas seulement ici à l'espace de l'Obélisque. Vous êtes partout au Sénégal. Vous étiez partout avec nous ces derniers jours. Je vous ai vu, je vous ai entendu, je vous ai lu. Vous étiez chez moi et vous étiez nombreux et nombreuses. Vous êtes venus exprimer votre solidarité et votre soutien. C'était la position que les Palestiniens attendent de vous. Vous êtes à l'auteur de nos attentes. Donc vous méritez que je vous dis en Wolof, Dogolena Bogo.
Et puis sachez qu'une autre manifestation est prévue dimanche prochain, dimanche qui arrive. Des stagiaires des services de police et de la douane viennent d'être formés aux gestes techniques d'intervention. Une formation qui entre dans le cadre de la Fête de l'Europe et du partenariat opérationnel conjoint entre l'École nationale de police et la formation permanente de Dakar. Écoutons les explications du directeur général adjoint de la police nationale ainsi que de l'attaché de la délégation de l'Union européenne au Sénégal. Ils sont tous les deux au micro de Maïmouna Ndiaye. Cette formation, c'était sur les gestes techniques professionnels d'intervention. Donc, des policiers, des douaniers, des gendarmes sénégalais ont été formés pour pouvoir dispenser des formations à leurs collègues afin de mieux maîtriser les techniques d'intervention à chaque fois qu'ils sont amenés à intervenir sur le terrain. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne et je crois que c'est un des 3 projets que nous avons actuellement sur le thème de la sécurité intérieure ici au Sénégal qui montre que c'est une coopération couronnée de succès où le Sénégal et l'Union européenne travaillent main dans la main pour un objectif que nous partageons qui est la stabilité du Sénégal. Parlons santé à présent avec la campagne de vaccination contre le coronavirus qui tourne au ralenti. À Thiès, la vaccination fait peur et ce malgré la présence du virus qui continue de se transmettre. Sur place, les autorités sanitaires font leur possible pour convaincre les populations de se faire vacciner. On fait le point avec nos correspondants. Charanta Diopé, ça y l'attire. Depuis quelques mois, le vaccin contre la Covid-19 a été mis à la disposition des Sénégalais. À Thiès, certaines populations ont affiché leur crainte, une attitude qui a incité des partenaires à remettre les pendules à l'heure. La vaccination au sein des entreprises minières de Thiès et Tivaouane et les populations riveraines lancées. La société sénégalaise des phosphates de Thiès a eu l'initiative de faire bénéficier et à son personnel et aux populations environnantes à ces usines de la vaccination. Actuellement, la vague, si on peut dire, elle est dans le creux, mais les choses ne sont pas finies. On ne sait pas quelle allure ça va prendre. Pour rappel, on a pensé à un moment que c'était fini, et puis tout de suite, il y a eu une deuxième vague qui a été très, très fulgurante. Actuellement, même si le Sénégal connaît une période d'accalmie, en Inde, les choses ne se passent pas comme ça. Or, on sait que le monde est un village planétaire. Tant que ce n'est pas fini de partout dans le monde, il faut rester sur ses gardes. À Lamlam, Kermoussé et Pout, les populations se félicitent de cette belle initiative. J'appelle toute la population à se faire vacciner et de ne pas seulement se limiter au dire. Il faut se vacciner pour la santé, pour se protéger aussi, protéger notre entourage, surtout nos vieilles mamans avec qui nous vivons dans les maisons. Donc il faut se faire vacciner. Cette campagne de vaccination se déroule dans presque toutes les localités du département de Thiès et Tivaouane. Les autorités sanitaires demandent aux mal intentionnés d'arrêter de dire du mal du vaccin. Cela a peur, disent-elles, les populations. Après plus d'une année de crise sanitaire, les acteurs culturels préparent la reprise de leurs activités. La rédaction est partie à la rencontre d'artistes rappeurs. Malgré l'impact du coronavirus sur leur métier, la créativité est toujours là. Durant la crise sanitaire, ils ont pu communiquer avec leur public grâce aux dernières technologies. C'est ce qu'il nous explique dans ce reportage. Il est signé Ibou Diouf et Amadouba. Le symbole est fort, des plats divers et variés. La reprise des activités s'annonce en grande pompe, malgré les gestes barrières qui sont toujours en vigueur. Parmi les artistes impactés, les rappeurs, même s'ils ont tiré quelques leçons de cette crise. Nous avons eu beaucoup plus de temps d'être avec nous-mêmes, parce qu'un artiste a besoin d'être avec soi-même tout le temps, d'être seul et puis de prendre le temps de réfléchir sur son plan de carrière. Pris la peine d'écrire, de s'inspirer à autre chose et c'est ça qui était l'essentiel exactement. Le choix en vérité, on est en temps de crise. On a créé le nouveau style, on se salue de loin, je dirais pas de war chez les... C'était une crise, c'est vrai, mais c'était le moyen aussi de me réinventer. Donc on s'est dit, puisqu'on ne peut pas faire de concert comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? Quel type d'activité on peut faire pour continuer à exister? Pendant cette période de pandémie, les mélomanes ont consommé de la musique différemment et les artistes
es-tu à la recherche d'autres alternatives? Et maintenant, sachez exactement que le monde va vers le digital. Et pendant cette période de crise, on a bien compris qu'il faut vraiment s'y mettre et aller vers le digital. Au moment où on annonce la reprise des activités, on s'interroge déjà sur les mesures à mettre sur place. On a déjà commencé à préparer des tournées, donc nous on est dedans, on est déjà dans l'ère post-Covid, on ne va pas attendre que ça finisse. Non, c'est bien, les gars bougent. Pour revenir, être prudent au début, toujours garder son masque, respecter les distanciations sociales et reprendre son travail, on peut se remettre au boulot. Après plus d'un an de restrictions, les artistes annoncent la reprise. Les hip-hopers au premier plan et le soulagement est partiel pour ce secteur musical très impacté. Et après plus d'un an de crise sanitaire, les acteurs culturels préparent la reprise de leurs activités. La rédaction est donc partie à la rencontre d'artistes rappeurs. On passe maintenant à la ville de Saint-Louis qui se prépare pour la relance du tourisme après une année marquée par une crise sanitaire éprouvante. Pour permettre à la ville de briller grâce à son potentiel touristique énorme, des tours opérateurs ont été invités à visiter la région. Ousseynou Diop et Habib Sek. Ces pas de danse des faux lions et Ninki Nanka symbolisent les multiples facettes de la culture saint-louisienne. L'année dernière, les portes des lieux touristiques étaient fermées, mais cette année, les acteurs veulent peaufiner plusieurs stratégies pour une bonne saison touristique. C'est la raison de cette visite guidée avec les tours opérateurs. Alors effectivement, on a répondu à l'invitation de l'Office du syndicat d'initiative et de promotion touristique de Saint-Louis et de sa région, qui nous a invités, à nous professionnels du tourisme français, pour venir revenir en fait. Depuis 1 an et demi, évidemment, il n'y a pas eu de voyage possible, et donc pour revenir au Sénégal, pour reprendre contact avec la destination et voir comment ensemble on va pouvoir la relancer dans les prochains mois. Après une année pleine de rebondissements à cause de la pandémie de la Covid-19, les acteurs touristiques comptent relancer leurs activités. Cette fois-ci, ils comptent accueillir des milliers de touristes dans la ville de Mamkouabang, comme en 2018 et 2019. Je crois qu'aujourd'hui, les gens cherchent des solutions. Les solutions, c'est se battre, c'est réfléchir ensemble à ces solutions, et je crois qu'on y arrive petit à petit. Et moi, donc, je me dis, demain sera meilleur, et donc le pire est passé. Et voilà. Il y a la pandémie qui nous a donné une bonne leçon. Et je pense qu'il va falloir se réinventer au niveau du tourisme. Parce que le tourisme de masse c'est bien important, mais non, il faut se réinventer, trouver du tourisme intégré, du tourisme responsable. Saint-Louis est une ville touristique et pour préparer la saison après celle difficile avec la pandémie, plusieurs investissements ont été faits dans la région de Saint-Louis, à Gumbel et Dut, mais également sur les routes du Gandiolé pour attirer encore plus de touristes vers Saint-Louis et en. Et je vous le disais en titre, célébration ce vendredi de la journée mondiale de la diversité culturelle. Ce 21 mai, la place du souvenir a accueilli la mobilisation de nombreux participants issus de différentes ethnies. Une initiative du réseau des acteurs socio-culturels du Sénégal. Objectif, promouvoir la diversité et le vivre ensemble. Ibou Diouf, Chérif Dia et Diafar Abba. Le symbole est fort, est plein d'idées. Des pratiques culturelles différentes, symbole d'une riche diversité. Cette pluralité de communautés appelées à vivre ensemble, ce vivre ensemble doit être organisé. Et c'est ça, c'est cette unité que nous sommes en train de fêter aujourd'hui, cette unité dans la diversité des expressions. Aujourd'hui, nous devons œuvrer à préserver ce patrimoine commun qui nous a été légué par les générations passées. La diversité culturelle magnifiée, une initiative du réseau des acteurs socio-culturels du Sénégal. Nous avons entendu depuis un moment un discours identitaire et il nous fallait, nous, acteurs socio-culturels, constituer le premier rempart. C'est pourquoi nous avons demandé à travailler en partenariat avec le ministère de la Culture pour effectivement montrer que la diversité culturelle a été le fond de la cohésion nationale. Aujourd'hui, l'idée est de conserver ce riche patrimoine, c'est de transmettre ces valeurs aux plus jeunes. C'est comme pour le reste, pour appeler et inviter les jeunes à s'approprier ces valeurs, il faut le leur apprendre.
leur montrer les bonnes pratiques, les bons exemples qui nous ont permis jusqu'ici de sauvegarder ce vivre ensemble dans ce pays. Cette édition était un moment de demander à Youssou N'Dour d'accepter que nous puissions créer le prix Youssou N'Dour de l'entrepreneuriat culturel. Parce que c'est un exemple achevé et qui doit être montré aux jeunes. La Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, une bonne manière de connaître la culture des autres, ce qui favorise le vivre ensemble et la paix. Le Sénégal vient de signer 3 protocoles d'accord avec le Burkina Faso via leur ministre des Affaires étrangères. Ces protocoles d'accord signés concernent la mise en œuvre de coopération dans le domaine de la jeunesse et la création d'un comité paritaire qui va suivre les évaluations des accords signés. La question sécuritaire au Sahel a également été évoquée. Le Sénégal s'engage à aider le peuple burkinabé contre l'extrémisme. Compte rendu avec Fatima Tatouré et Youssou Barou. Un échange de documents, signe du renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Burkina Faso. 3 protocoles d'accord ont été signés par les ministres des Affaires étrangères des 2 pays. Des accords qui prévoient entre autres la mise sur pied d'un comité paritaire sur le suivi et l'évaluation des engagements pris par les 2 parties. Nous allons mettre en place un comité paritaire pour ne plus nous contenter de signer des documents dans une salle, mais pour que de façon suivie, opérationnelle, ce comité paritaire puisse à chaque fois non seulement travailler sur le terrain, nous rapporter les résultats et nous donner les correctifs nécessaires. La question sécuritaire du Sahel, toujours préoccupante. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso salue l'engagement du Sénégal dans la lutte. Il me plaît de saluer ici la solidarité du Sénégal vis-à-vis du Burkina Faso et des pays sahéliens qui sont en proie au terrorisme. Le président Macky Sall, lors du sommet de N'Djamena, a annoncé une contribution du Sénégal d'un montant de 1 milliard de francs CFA. Et tout ça, ce sont des faits importants à souligner. Pour son homologue sénégalais, le pays sera toujours déterminé à lutter contre l'extrémisme violent. Le président Macky Sall, avec le président Kaboré, n'arrête pas de mettre le curseur sur le binôme développement et sécurité. La meilleure façon d'installer la sécurité à nos frontières, c'est d'apporter de meilleures politiques de soutien au développement auprès de nos populations. Plus de 20 accords de partenariat déjà signés entre les 2 pays. Aujourd'hui, avec ces nouveaux engagements, une nouvelle étape s'ouvre dans le sens du renforcement des relations entre Dakar et Ouagadougou. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Et tout de suite, retrouvez Soir d'info avec Chertidiane Diagne qui ce soir reçoit Maître El Mamadou Ndiaye, avocat à la Cour. Ensemble, ils vont débriefer sur les dernières actualités judiciaires. Chertidiane, bonsoir. C'est à vous.